Bonjour, bienvenue dans ce live de lancement de la 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Nous sommes à Bordeaux, au Café Joyeux, avec toute l'équipe du Café Joyeux, Blandine Boule, la manager de cet établissement, Charlotte, l'une de ses salariées que nous retrouverons un petit peu plus tard. Et puis nous avons un invité très spécial qui fait très plaisir d'ailleurs à toute l'équipe ici, c'est Grégory Cuilleron, qui est chef, vous le connaissez très bien puisque vous l'avez déjà vu dans le poste. Et il est également animateur d'émissions de télévision et conférencier handi engagé. Voilà, nous avons plein d'autres invités à vous faire découvrir qui ont plein de choses à dire concernant l'insertion des personnes en situation de handicap. Je vous les présente tout de suite après ce petit générique. Alors nous sommes toujours au Café Joyeux avec Éric Labadie. Vous êtes chef de mission emploi, compétences et politique de la ville à la DRETS. Alors la DRETS, c'est le nouveau nom des directs, avec quelques compétences en plus et quelques compétences en moins, mais on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on va parler d'insertion des personnes en situation de handicap. Et vous nous disiez en préparant cette émission, ce live, qu'il fallait absolument qu'on profite finalement de la mauvaise passe que nous avons traversée et du plan de relance pour que l'insertion des personnes en situation de handicap prenne là aussi une forte relance. C'est un petit peu ça votre cheval de bataille actuellement. Oui, exactement. Bonjour monsieur. La position de l'État est généralement très claire en faveur des personnes handicapées. On doit s'assurer, en plus des dispositifs spécifiques, que les personnes en situation de handicap puissent accéder aussi bien à la formation qu'à l'emploi. Les 18 derniers mois ont été relativement compliqués dans notre pays, même si l'emploi a plutôt bien résisté et plutôt mieux résisté en Nouvelle-Aquitaine qu'ailleurs. Même mon collègue de Pôle emploi le redira sûrement tout à l'heure. Mais quand on regarde les chiffres en sortie de crise, on a pu constater quelques petites régressions. Je pense en particulier, par exemple, à l'accès des personnes en situation de handicap à la formation. On est généralement au-dessus de l'objectif. L'objectif, il est simple. Il y a à peu près 10% de personnes en situation de handicap parmi les demandeurs d'emploi. On veut qu'il y ait au moins 10% des personnes qui accèdent à la formation qui soient en situation de handicap. On était tombé fin 2020 à 9,6%. Alors on n'était pas loin, on est revenu au-dessus. Ce qui est vrai pour l'accès à la formation, c'est aussi vrai pour l'accès à l'emploi sous toutes ses formes. Évidemment, il y a des emplois dits aidés qui sont accompagnés par les services de l'État, mais il y a aussi des formes d'emploi classiques. Il y a l'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Il est essentiel, je dirais, que les personnes en situation de handicap puissent profiter de ces dispositifs qui permettent à la fois d'être formés, donc d'acquérir une qualification et d'avoir une quasi-certitude d'obtenir un emploi en sortie de formation. Ce sont des vecteurs essentiels pour l'accès à l'emploi et à la formation. Et je pense que tout le monde est engagé en sortie de crise pour ne pas oublier les personnes en situation de handicap. Mais alors, c'est une incantation, c'est une volonté de l'État, bien évidemment, mais comment vous la faites partager à tous les partenaires qui s'engagent dans ce dispositif, dans cet ensemble de dispositifs? Alors, c'est un peu plus qu'une incantation, puisqu'il y a quand même quelques principes juridiques, législatifs qui obligent normalement les entreprises, les administrations de l'État à accueillir des personnes en situation de handicap, y compris sous forme d'apprentissage. On peut ne pas respecter les quotas si on paye en fait une compensation. Il n'empêche qu'on constate que de plus en plus de partenaires sont engagés. Et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, où ça fait quasiment 25-30 ans que les partenaires sociaux, les collectivités territoriales, les différents représentants des services de l'État travaillent main dans la main
pour accueillir plus de personnes en situation de handicap. Ce que vous mettez en perspective, c'est cette fameuse loi qui a initié un petit peu tout ça, 2005. Et depuis, on essaye petit à petit de remonter au niveau des 6%, qui est la maille, si on peut dire. Exactement. Alors, sur les 6%, tout le monde n'y est pas, on le sait, hein, bien entendu. Après, toutes les entreprises, tous les métiers ne se prêtent pas non plus à l'accueil de personnes en situation de handicap. Même si depuis 20 ans, 30 ans, on combat cette idée-là et même si de plus en plus de métiers se sont ouverts. Mais quand on regarde aujourd'hui les employeurs ou les entreprises qui s'engagent dans des démarches de type inclusif, qui veulent s'engager dans un objectif de RSE, de responsabilité sociale, on voit qu'on a de plus en plus d'employeurs sensibilisés à la question et qui comprennent tout l'intérêt d'accueillir des personnes en situation de handicap. C'est évidemment très bénéfique pour la personne, c'est généralement bénéfique pour tout le collectif de travail. Je vais vous prendre un exemple très simple dans mon passé professionnel. Un jour, j'ai été directeur des sports dans une collectivité territoriale et j'ai accueilli au sein de mes équipes une collègue qui était 100% malvoyante, donc qui ne voyait rien. Quand je l'ai annoncé à mes équipes, la réaction de départ était, je dirais, mitigée, c'est-à-dire en disant mais comment on va faire en fait ? Comment on fait demain pour accueillir la collègue et pour qu'elle puisse travailler avec nous ? Je ne peux pas vous dire que ça a été facile du jour au lendemain, mais il n'empêche qu'on l'a fait et que tout le monde y a trouvé son compte. On a arrêté d'écrire des post-it, on a mieux appris à formuler nos demandes. Elle occupait une mission de secrétariat, donc vraiment elle était au cœur. C'est l'ensemble du collectif de travail qui bénéficie de cet accueil. Exactement, et tout le monde a réfléchi à comment faire pour travailler avec elle. Et on y est tous arrivés et elle a pu poursuivre évidemment ses missions parmi nous. Alors, je vais vous demander de céder votre micro à votre voisin, à Antoine Malézieux. On parlait à l'instant de cette fameuse loi de 2005 qui a fondé la GFIP. Vous êtes délégué régional de la GFIP en Nouvelle-Aquitaine. Alors, quand je dis fondé, c'est à partir de ce moment-là où ça a pris tout son sens. Alors, c'est la loi de 87 qui a prévu la création de l'AGFIP par le biais de l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap à hauteur de 6% pour les employeurs de 20 salariés et plus. Dans le secteur privé ? Dans le secteur privé. Alors, il y avait cette même obligation dans le secteur public, mais le secteur public n'était pas, à l'époque, soumis à la contribution, s'il n'avait pas son obligation d'emploi. Et la loi de 2005 a mis secteur privé et public à la même enseigne. Alors, finalement, on n'est pas ici aujourd'hui pour parler de cette espèce d'obligation, des fonds ou des façons de répondre à l'obligation. Ce qui est important pour vous, c'est qu'on puisse remettre finalement la proposition d'emploi au cœur du dispositif. C'est un petit peu ce que vous aimeriez qu'il soit possible. Oui. Et c'est l'objectif de cette semaine pour l'emploi européenne des personnes en situation de handicap. C'est de passer des messages un peu forts. Éric Labadie vient de le dire. En tout cas, le message pour 2021, c'est de jouer la carte de la formation professionnelle. Et plus particulièrement celle de l'alternance, parce qu'il y a le volet formation professionnelle, il y a le volet aussi emploi. Et c'est vraiment inviter l'ensemble des personnes en situation de handicap à prendre contact avec leurs conseillers Pôle emploi, Cap emploi ou mission locale, vraiment pour évoquer ce sujet. C'est faire valoir aussi qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui aujourd'hui ont des besoins de recrutement. C'est une véritable opportunité. Je pense au numérique, je pense au transport et logistique, je pense à l'hôtellerie-restauration, je pense aux bâtiments, etc. Avec Grégory Cuilleron qui nous disait qu'effectivement dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, de la restauration, il y a 270 000 postes qui cherchent. Tout à fait, à pourvoir. Donc vraiment, c'est d'inviter les personnes à jouer la carte de l'alternance ou de la formation professionnelle. C'est aussi dire qu'en région Nouvelle-Aquitaine, l'offre de formation de droit commun, qu'elle soit collective ou individuelle, est ouverte au public en situation de handicap. C'est une volonté politique partagée. Après, il appartient à la GFIP, s'il y a des freins liés au handicap des personnes, c'est de les lever
en faisant intervenir des spécialistes du handicap moteur, visuel, auditif, cognitif, mental, enfin. Et c'est de trouver la solution qui permettra de lever ce frein et de rendre les personnes tout à fait autonomes dans leur parcours de formation. Alors, Éric Labadie le disait tout à l'heure, quelquefois on se retient peut-être de faire les choses. Est-ce que les personnes en situation de handicap ne se retiennent pas aussi d'imaginer des trajectoires professionnelles un peu audacieuses ? Et des champs du possible, bien sûr. Non, mais elles ont aussi leur propre représentation sur certains secteurs d'activité, sur des métiers. Elles s'imaginent que ce sont des métiers qui ne leur sont pas ouverts. Et pour autant, ça n'est pas le cas. Et s'il y a vraiment des besoins de compensation, là aussi, on mobilisera toute l'offre de services nécessaires. Comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est l'AGFIP qui intervient pour compenser ? Alors, j'entends bien financièrement, ou plutôt, qui sont les acteurs que l'on peut mobiliser lorsqu'on est entreprise et que l'on veut s'engager dans cette démarche-là? Comment on vient vous solliciter? Quels sont les relais? Alors, en fait, on habilite tout un réseau d'intervenants ou alors on s'appuie sur le rôle que joue Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, ceux qui ont la responsabilité d'accompagner pour aller vers l'emploi. Et il y a tout un réseau de prestataires qui ont une expérience, qui ont une expertise et qui peut les appuyer et les soutenir. Même chose pour les employeurs. Là aussi, ces prestataires peuvent être mobilisés et ils sont là pour identifier la solution et derrière solliciter l'aide qu'il convient et qu'on prendra en charge financièrement. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi peut-être, c'est que cette aide que vous apportez financièrement, ça n'est pas que de l'argent. J'allais dire, c'est aussi de l'expertise. Il y a un certain nombre de professionnels qui peuvent intervenir, qui sont financés finalement par vous. Dont la prestation est prise en charge à 100%. Alors, de quel genre de professionnel il peut s'agir, par exemple? Si on voulait adapter un petit peu, parce que je crois qu'elle est déjà très, très bien, la cuisine ici, au Café Joyeux, qui est-ce que l'on verrait arriver ? Eh bien, vous pourriez donc, nous ferions en premier lieu, il faudrait recueillir l'avis du médecin du travail, les services de santé au travail, et en appui le réseau Cap emploi. On peut aussi faire intervenir des prestataires d'études ergonomiques. Et derrière, ensemble, il leur appartient de trouver la solution, voilà, qui permettra à la personne ou aux personnes de pouvoir aménager la situation de travail et l'environnement. Et donc de là, ils formaliseront une demande d'aide qu'on prendra aussi en charge. Enfin, on est bien sur une personne égale une solution. C'est vraiment une approche très singulière. Hein. Donc, et que l'environnement n'est pas le même, la tâche n'est pas le même. Donc il faut vraiment trouver une solution à la carte. Alors quand vous parlez d'une personne, une solution, j'entends dans ma mémoire un jeune, une solution. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même important de parler d'âge. Oui, alors c'est peut-être l'occasion aussi de dire que vous faites bien de me titiller sur le sujet. Il n'y a pas de limite d'âge sur les contrats en alternance. Oui, c'est un élément important. Donc, c'est ouvert à l'ensemble du public handicapé, bien évidemment. Et c'est un argument supplémentaire. Lorsque on parle des aides de la GFIP, on parle des aides aux entreprises, mais ça peut être également des aides aux personnes pour compenser, pour équiper le domicile, un véhicule. Est-ce qu'on le sait, ça ? Écoutez, en tout cas, on s'appuie effectivement à le faire connaître auprès des professionnels qui sont là pour accompagner. Donc, si les personnes sont en situation de demande d'emploi, c'est Pôle emploi, Cap emploi, mission locale. Si c'est des personnes en situation d'emploi, c'est les services de santé au travail, c'est le réseau des représentants du monde économique et des employeurs. Voilà, on s'appuie sur des relais pour faire connaître notre offre de service. Parce que cette offre de service, elle est forcément mise en œuvre par ces prestataires. Alors, elle est mise en œuvre par ces prestataires, tout à fait. Alors, elle peut être aussi déployée par le biais de l'évolution aussi de notre intervention, par le biais d'un service direct qu'on déploie aussi auprès des employeurs, et notamment des employeurs qui sont des contribuants ou des employeurs qui n'ont engagé aucune action à destination du public handicapé.
Parce qu'on a effectivement deux catégories finalement d'employeurs. Il y a ceux qui sont juste en dessous de la limite de l'obligation, et puis il y a ceux qui sont au-dessus de cette limite et qui sont donc tenus d'avoir 6% de leur masse salariale dédiée au travail de personnes en situation de handicap. Et il s'avère que ce sont plutôt les entreprises en dessous qui sont les plus dynamiques. Alors c'est vrai qu'il y a une embauche sur deux qui s'effectue dans les entreprises de moins de 20 salariés, qui ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi. Mais il convient de dire aussi qu'en région Nouvelle-Aquitaine, il y a 8500 établissements qui sont assujettis à l'obligation d'emploi dans le secteur privé, et il y en a 86% qui embauchent au moins une personne en situation de handicap. Donc on peut considérer que c'est déjà une très bonne tendance. C'est un peu ce que disait Eric Labadie. Absolument. On n'est pas si mal en Nouvelle-Aquitaine sur cette question-là. On va passer la parole à notre troisième invité, Aurélien Leroy. Vous êtes directeur de la stratégie et des relations extérieures à Pôle emploi. Vous êtes finalement la première porte d'entrée pour les personnes qui sont en situation de handicap pour aller vers l'emploi. On parlait de Cap Emploi. Aujourd'hui, il y a un rapprochement de ces deux structures qui est à l'œuvre. Finalement, maintenant, lorsqu'on pousse la porte d'une agence Pôle emploi en Nouvelle-Aquitaine, on est susceptible de rencontrer aussi un conseiller, aussi bien un conseiller Cap Emploi qu'un conseiller Pôle emploi. Comment ça se passe dans la réalité des choses? Bonjour à tous. Et effectivement, c'est un point important de l'année 2021. C'est ce lieu unique d'accompagnement pour l'ensemble des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ça vient d'où d'abord? Ça vient d'une réalité, en fait, c'est que le taux de chômage des personnes handicapées, il est encore 2 fois supérieur au taux de chômage de l'ensemble des demandeurs d'emploi. Et quand on essaie de comprendre quels sont les besoins sur lesquels il faut travailler en priorité, et lorsqu'on va au-devant effectivement des demandeurs d'emploi et des entreprises, elles nous renvoient un message assez simple. Le premier, c'est simplifiez-nous les parcours. On a le sentiment aujourd'hui de devoir nous-mêmes construire notre parcours entre Cap Emploi, entre Pôle emploi, entre les missions locales, entre les autres acteurs. Donc la première attente, c'est simplifiez-nous le parcours. Et la deuxième attente des entreprises, cette fois-ci, c'est d'avoir un suivi finalement intégré qui non seulement leur permette de parler de recrutement, de recruter des personnes effectivement bénéficiaires de l'obligation d'emploi, de les intégrer et puis de les maintenir dans l'emploi. Donc il y a un enjeu d'approche beaucoup plus intégrée. Le gouvernement nous a demandé de réfléchir, le réseau Pôle emploi et Cap emploi, à comment faire mieux pour répondre à ces besoins. Et ça a donné lieu au lieu unique d'accompagnement. Alors, ça, c'était déjà dans les tuyaux en 2019 à peu près. Bon, il y a eu la crise sanitaire, ça n'a pas dû vous simplifier la tâche ni aux uns ni aux autres. Aujourd'hui, on arrive aux engagements qui ont été pris au départ? Absolument. Concrètement, ça veut dire quoi le lieu unique d'accompagnement? Ça veut dire que désormais, vous allez dans une agence Pôle emploi et vous allez pouvoir accéder à un conseiller Pôle emploi et à un conseiller Cap emploi. Vous allez pouvoir avoir un diagnostic qui parle à la fois de votre besoin par rapport à votre projet professionnel, mais qui va pouvoir également vous apporter des solutions sur le rétablissement et sur la compensation. Donc l'idée, c'est d'avoir une approche qui est beaucoup plus intégrée dans un seul lieu unique d'accompagnement. Et ça apporte beaucoup, ou ça doit apporter beaucoup aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. Dans le quotidien du fonctionnement d'une agence, ça veut dire qu'il a fallu rapprocher un certain nombre de compétences parce que vous n'aviez pas de clarté de tout en matière d'accueil de personnes en situation de handicap. Je parle des personnels de Pôle emploi. Il a fallu échanger un peu vos pratiques et vous habituer les uns aux autres. Ça veut dire d'abord beaucoup d'humilité, parce qu'effectivement, c'est rencontrer et travailler de façon beaucoup plus proche avec les collègues de Cap emploi ou les collègues de Pôle emploi réciproquement. Ça veut dire, pour les collègues de Cap emploi, venir en agence Pôle emploi plusieurs jours par semaine. Et puis, ça veut dire croiser effectivement les compétences, apprendre de l'autre. Moi, je suis effectivement issu de Pôle emploi et évidemment, j'ai beaucoup à apprendre sur le champ du partenariat, par exemple des Cap emploi qui ont là-dessus développé énormément de partenariats spécifiques en fonction des différents handicaps. Donc oui, c'est un chemin à la fois d'humilité et d'engagement pour monter en compétences et délivrer un service meilleur, évidemment. Alors, pour faire émerger un certain nombre d'offres d'emploi, il faut aller au-devant des entreprises. Il ne suffit pas d'accueillir les demandeurs d'emploi, il faut aller chercher un petit peu les offres à pourvoir et peut-être même quelquefois les reformuler avec une petite teinte handicap. Est-ce que ça fait partie de votre job, finalement, d'aller rencontrer les entreprises et leur dire « mais ça serait peut-être possible de l'adapter » ? Ça fait partie de notre job et ça fait partie des attentes des entreprises également, c'est-à-dire d'être accompagné dans cette ouverture beaucoup plus forte pour qu'elle soit beaucoup plus inclusive. Ça veut dire, là encore, être capable d'abaisser des représentations,
et du côté des entreprises et du côté des demandeurs d'emploi, vous le disiez. Ça veut dire de les sécuriser, les entreprises, sur comment adapter leurs postes. Et ça veut dire aussi et surtout d'avoir une démarche qui soit extrêmement proactive pour valoriser les compétences des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et suivis également par Cap emploi, parce que les compétences sont nombreuses. Donc c'est à nous de faire ce travail-là auprès des entreprises. Les entreprises ont besoin d'être rassurées, d'être à ce point accompagnées. C'est si difficile que ça pour elles? Je crois que les entreprises évoluent comme nous tous. Éric le rappelait, c'est un chemin qui a été engagé, un engagement depuis assez longtemps par les centres des partenaires. Et les entreprises évoluent, on le voit sur le DOD où elles sont extrêmement mobilisées dans notre région. Donc elles évoluent, mais oui, elles ont besoin d'être accompagnées, rassurées peut-être, avoir cet appui-là pour pouvoir franchir ce pas de l'inclusion de façon beaucoup plus forte. C'est-à-dire que pour une entreprise, vous attendez que sa démarche, j'allais dire, de recrutement, de gestion des ressources humaines, ce soit d'abord de trouver des compétences plutôt que de répondre à une obligation. Mais je crois que beaucoup d'entre elles ont fait ce chemin-là, ce chemin de la compétence. Après, effectivement, l'idée, c'est que nous, on sache valoriser des compétences plutôt que l'entreprise voit un handicap, par exemple, qui pourrait la freiner. Donc c'est à nous de faire ce travail-là. Et une fois encore, je crois qu'elles sont de plus en plus ouvertes, évidemment les grosses entreprises, mais même les entreprises de plus petite taille, elles sont de plus en plus ouvertes à cette démarche. Parfois, elles ne savent pas passer à l'acte. Et une fois encore, c'est notre rôle, Cap emploi, Pôle emploi, Mission locale, AGFIP, d'aller leur fournir les informations pour ce passage à l'acte. Alors il y a une troisième dimension, c'est le collectif de travail qui est important. Comment est-ce qu'un collectif de travail peut accueillir un nouveau collaborateur? Est-ce que vous pouvez aider les collectifs de travail? On en parlait avec Éric Labadie. Est-ce qu'il y a ce travail qui est possible de dire, ben voilà, sur ce poste-là, jusqu'à présent, on avait un salarié valide, aujourd'hui on vient de l'adapter? Oui, il y a tout un travail et toute une expertise qui est portée à la fois par Cap emploi et par Pôle emploi sur l'étude du poste et l'adaptation du poste, une fois encore pour montrer, effectivement, ouvrir finalement les possibilités qui sont offertes à l'entreprise pour recruter. Et on le sait, aujourd'hui, on est dans une période où il y a des difficultés de recrutement. Et je crois que s'ouvrir à des profils de personnes handicapées, c'est aussi se donner les chances de réduire ces difficultés de recrutement pour les entreprises. Donc vraiment, on a une période qui doit être très propice pour valoriser ces profils-là. La demande d'emploi, aujourd'hui, elle est relativement importante. Il y a énormément de postes qui sont vacants. Alors, on pourrait dire que c'est une opportunité, c'est une chance. C'est quand même compliqué parce qu'il faut avoir la compétence. Oui, il faut avoir la compétence, mais une fois encore, les personnes qui sont inscrites aujourd'hui à Pôle emploi, elles ont des compétences. Et les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi handicapées, elles ont énormément de compétences. Donc, le sujet, ce n'est pas tellement celui d'un manque de compétences. Le sujet, c'est de faire rencontrer cette compétence aujourd'hui d'une personne à la recherche dans l'emploi avec des entreprises qui ne la connaissent peut-être pas. Et ça, c'est à nous, effectivement, de fluidifier ce travail-là. D'accord. Eh bien, merci. Alors, je vais me tourner cette fois vers notre équipe qui est, elle, en direct sur le chat de cette chaîne sur lequel vous nous suivez. Je voulais savoir, chers camarades, si nous avions quelques questions qui seraient possibles de rediffuser auprès de nos invités. Est-ce qu'on a du monde un petit peu en ligne ? Pas de questions, c'est très bien. C'est une petite variable d'ajustement qui va nous permettre de passer un petit peu plus de temps avec nos invités. On va le faire tout de suite après ce premier intermède vidéo. On va découvrir le témoignage de Gilles. Gilles, il a eu des problèmes au dos, graves, assez graves, et c'est une reconversion professionnelle qui s'est imposée à lui. Et maintenant, il fait des macarons. On reste dans la gourmandise, hein. Vous savez, on est au Café Joyeux aujourd'hui à Bordeaux. Toute l'équipe est prête dans les starting blocks pour faire le service d'ici quelques minutes. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez gourmand. Voilà, c'est le témoignage de Gilles en images, en photographie essentiellement, et avec son témoignage sonore. Je m'appelle Gilles Chrisman, je suis actuellement pâtissier. Initialement, j'étais responsable de magasin dans la grande distribution. J'ai eu des ennuis de santé, j'avais des problèmes de dos. Donc à force d'examen, ils se sont rendus compte que j'avais 7 hernies discales. Du coup, j'ai été licencié pour raison médicale.
Déjà, la première difficulté, c'est soi-même accepter le handicap, c'est-à-dire que vous partez d'un stade où vous êtes en pleine forme, et puis voilà, un jour J, vous restez coincé, vous savez pas vraiment pourquoi, et puis ce jour-là, on vous parle de fractures mal ressoudées à la colonne, de nombreuses hernies discales, donc il faut arriver à digérer tout ça. Au lieu de prendre pour contrainte ce que je ne pouvais pas faire par rapport à mon handicap, je suis parti de ce que j'avais envie de faire, et partant de cette envie, on a essayé de contourner le handicap pour pouvoir l'adapter à ma situation. Il a fallu trouver, on va dire, une réorientation professionnelle qui soit compatible donc avec mes contraintes au niveau du handicap. On est parti effectivement sur une formation pâtisserie. Suite à ça, je suis allé travailler dans plusieurs établissements pour avoir un petit peu d'expérience professionnelle. Moi, j'aime bien travailler le macaron parce que c'est quelque chose qui est un peu capricieux, quelque chose qu'on ne réussit pas tout le temps. Des fois, on le rate, on ne sait pas pourquoi. Et on s'est dit, le macaron, si tant est qu'on puisse y imprimer quelque chose dessus, ça peut être un outil de com fabuleux. Donc on s'est mis en quête de trouver une imprimante alimentaire qui soit capable en fait de venir imprimer sur ce support-là. Une fois que le projet est arrivé à maturité, aussi bien psychologiquement que techniquement que financièrement, j'ai repris contact donc avec Cap Emploi pour faire une deuxième formation e-commerce, donc pour pouvoir mettre en place la partie distribution de mon produit sur Internet. Voilà, chocolat, caramel beurre salé, vanille. En règle générale, ce qu'on fait, c'est un mix. Le résultat, c'est que je fais quelque chose qui me plaît. Qu'à aujourd'hui, les contraintes, je m'en aperçois même plus. Puisque c'est devenu un réflexe. Je passe assis, debout, je me lève, je m'assois. Je me rends même plus compte qu'effectivement, je passe une partie de mon temps debout, une partie assis. Ça fait partie de mon rythme de travail. C'est devenu un réflexe, on ne fait même plus attention. Et voilà, de retour avec Grégory, notre invité. C'est l'invité qui fait le plus plaisir ici au Café Joyeux, parce que c'est un chef très renommé. Alors d'ailleurs, vous entendez peut-être dans les micros de Jean-Baptiste le son en cuisine, ça s'active, le service va bientôt commencer. Justement, à propos de s'activer, de présenter un petit peu ses compétences, je crois, Grégory, que vous aimeriez bien que les personnes en situation de handicap n'aient pas peur et essayent de montrer qu'elles sont capables. Comme disent les Québécois, t'es bien capable. C'est certain que c'est pas évident. Faut pas se ménager, faut évoluer dans un milieu qui est au prime abord un petit peu hostile, c'est pas non plus la guérilla, mais et moi ce que j'aimerais expliquer aux personnes en situation de handicap, c'est que on va pas venir les chercher sur leur canapé, qu'on va pas venir chercher leurs compétences et que c'est à elles de mettre ça en avant et qu'il faut enfoncer les portes. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est pas quelque chose d'aisé, mais je crois qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort pour aller de l'avant, pour se proposer, pour dire moi je peux faire ça. Parce que si on compte sur le fait que des personnes extérieures qui en plus ne nous connaissent pas s'imaginent qu'on peut faire des choses qu'elles-mêmes n'imaginent pas faire pour elles-mêmes, oui, c'est un petit peu compliqué, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc soyons nos propres agents, nos propres promoteurs. C'est le meilleur moyen d'y arriver. C'est une affaire de confiance en soi quand même. Il faut avoir cette idée qu'on a de la valeur, ce qui n'est pas forcément une chose évidente. Je parle de valeur professionnelle. J'entends bien, ouais. Alors, il y a de la confiance en soi, il y a aussi de la détermination. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je crois qu'il faut arrêter de se faire marcher dessus. Les gens, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Souvent, on nous dit, mais moi-même, dans mon entourage, au moment où j'ai voulu faire de la cuisine, enfin pas mon entourage proche, mais entourage plutôt professionnel, on me dit, tu vois, tu vas pas aller faire ça, c'est compliqué pour toi, écoute-moi, ce sera plus facile. Et à un moment, on sait qu'on est capable. Faut pas non plus se lancer dans des défis de dingue. Enfin, je veux dire, moi, demain, je vais pas aller faire de la microchirurgie, ce serait un peu un carnage. Mais en tout cas, je vais essayer de me donner les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Après, je pense qu'il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas grave, il y a plein d'autres sujets.
On parlait du handicap tout à l'heure en disant qu'il y avait des métiers qui n'étaient pas forcément propices, du moins des entreprises, au handicap. Je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'en fait, le handicap, on n'est pas handicapé globalement. On est handicapé face à une situation précise. Et je pense qu'à tout emploi, on peut trouver son handicap. Lorsque vous avez fait ce choix de vous lancer dans la cuisine, est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce qu'il faut dépasser une peur en se disant je me jette un peu dans le vide et puis ça va le faire ? Alors, c'est peut-être de l'inconscience, non, je n'ai pas du tout eu peur. Alors, en revanche, voilà, je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions, donc j'imaginais tous les scénarios possibles. Non, j'ai peu eu peur. C'était quelque chose dans lequel j'avais aucune légitimité. Donc, au pire, si je me casse la figure, ça aurait été attendu. La bonne surprise, c'était de ne pas s'être cassé la figure, donc c'est plutôt bien. Merci. On se retrouve un petit peu plus tard, tout à l'heure, au PASS. Moi, je vais rejoindre nos autres invités, en particulier Véronique Billot, qui est la directrice générale adjointe à l'ARS. Alors, l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Et je dois dire que lorsqu'on m'a indiqué que l'ARS participerait à cette matinée, je me suis dit, il y a une logique entre la santé et le handicap, mais je n'étais pas tout à fait sûr. Il a fallu qu'on m'explique un petit peu. Moi, ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est comment, avec les dispositifs que vous financez, parce que vous êtes aussi un petit peu là, comme d'autres organismes, pour aider à ce que les choses avancent, est-ce qu'on pourrait parler ensemble, par exemple, de l'emploi accompagné ? Je sais que vous insistez un petit peu sur ce dispositif-là parce que c'est quelque chose qui mériterait de se développer. Mais je vais prendre le micro, on va me passer le micro pour vous permettre de me répondre. L'emploi accompagné, c'est cette idée qu'il y a des personnes en situation de handicap très éloignées de l'emploi et on peut les aider à aller vers l'emploi avec un dispositif que vous financez. Vous pouvez nous en dire un mot ? Tout à fait. Donc en effet, l'emploi accompagné est un dispositif qui a été monté en Nouvelle-Aquitaine avec tout un ensemble de partenaires et on vient d'entendre justement M. Labadie pour Pôle emploi et pour la DRETS et puis Pôle emploi. Et c'est avec ces partenaires et avec l'ensemble aussi des associations de FIP, de l'AGFIP et de l'ensemble des partenaires du handicap qu'on a pu monter un dispositif pour faire une plateforme unique qui permet d'accompagner dans toutes les étapes de l'accompagnement. Alors cette plateforme unique, déjà, c'est très important, c'est la même plateforme pour les personnes en situation de handicap, pour leurs aidants, leurs proches, mais aussi pour les entreprises qui vont rechercher à recruter, bien sûr. Et puis pour des associations aussi qui cherchent à mieux comprendre comment ça fonctionne et comment on peut aider les personnes. Alors, vous me parlez d'une plateforme. Physiquement, ça ressemble à quoi une plateforme ? C'est un numéro de téléphone unique, j'appelle, j'ai un spécialiste qui va me répondre, ou est-ce que c'est un guichet unique avec un lieu ? Ce sont des guichets alors on va passer par les guichets existants, bien évidemment, donc par Cap Emploi, qui est lié à Pôle emploi, comme on vient de le démontrer, et qui va permettre que tout l'ensemble de l'accompagnement se déclenche avec 4 étapes pour l'accompagnement, qui sont d'abord l'évaluation de la situation de la personne et de ses aspirations. Ensuite, la recherche d'emploi, l'accompagner dans sa recherche d'emploi. Ensuite, dans l'insertion, dans la prise de poste. Et puis, tout au long de cet emploi, dans la prise de poste, dans le fait de travailler dans une équipe, les relations avec l'employeur, avec ses collègues et l'accompagnement à l'évolution dans le poste. Voilà. Donc, tout ce dispositif-là, il faut l'entendre à partir du moment où on a cette fameuse reconnaissance de la qualité du travailleur handicapé qui est... qui est donnée par le point d'entrée. La Maison départementale des personnes handicapées, donc est associée depuis le début à ce dispositif, bien évidemment. Elle était à l'origine la seule à pouvoir prescrire un dispositif d'emploi accompagné. Et puis la loi de juillet 2020 a donné cette compétence aussi au service public de l'emploi pour donner plus de réactivité, pour permettre de mieux repérer les personnes. C'est un de nos enjeux, mieux repérer les personnes qui ont besoin de cet accompagnement et puis les accompagner tout au long de leur vie professionnelle. Pas seulement au moment où elles recherchent un emploi, mais aussi dans la mobilité qui a été évoquée tout à l'heure, où on a le droit de vouloir évoluer dans sa vie professionnelle ou changer d'emploi. Donc l'ARS intervient en tant que
coordinateur ou donateur, je ne sais pas exactement, et financeur de ces dispositifs. C'est-à-dire que vous veillez au grain, si je puis me permettre, de cette espèce de continuité de l'accompagnement. Alors chacun intervient, oui, dans ses compétences. Il y a une coordination et l'ARS est un financeur important puisque nous versons 2,7 millions d'euros et puis le FIP, HP et la GFIP vont verser 700 000 euros. Et donc on pour verse le financement de l'accompagnement des personnes simplement. Et ce qui a permis notamment de créer 12 plateformes, 12 dispositifs, un dans chaque département, pour que les personnes puissent avoir un dispositif en proximité. Et par exemple, sur Bordeaux, on a un dispositif qui a pu recruter des conseillers. C'est le dispositif Andamos, une association qui a pu recruter des conseillers d'emploi accompagné. Et il y a 60 conseillers qui vont être formés pour accompagner les personnes dès l'amont dans le repérage des compétences, mais aussi dans la recherche de poste et dans leur prise de poste et l'exercice de leur mission. Est-ce que, je vais prendre un autre exemple, une mission locale, par exemple, qui accueille un jeune qui est en situation de handicap, peut solliciter cette plateforme, et quelle va être la réponse de cette plateforme pour accompagner la mission locale, dont c'est un peu le métier, mais pas totalement non plus? Alors la mission locale, elle fait partie de cette plateforme, donc elle sollicite, mais elle est dedans, et donc elle va pouvoir solliciter les partenaires, puisqu'un de nos gros enjeux, c'est de mieux accompagner les jeunes dès 16 ans, de ces missions locales, c'est 16-25 ans, mais de les accompagner dès la formation pour les jeunes, pour pouvoir anticiper la recherche d'emploi, même en IME ou en IM Pro, ou dans les ULIS et les différents dispositifs de formation. 800 personnes à peu près sont dans ce dispositif en Nouvelle-Aquitaine actuellement. On a un objectif un peu plus ambitieux, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Alors 800 personnes y sont. L'année dernière a été une année plus difficile. Et l'objectif pour cette année, c'était de 1000. Bien évidemment, donc 1000 personnes, on n'en est pas loin. Mais bien évidemment, on veut continuer à le développer et puis à étendre ces missions pour être sûr que toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin le connaissent et puissent y avoir accès et qu'on soit de plus en plus dans l'accompagnement. Et c'est ça que je voudrais souligner, qui est très important, c'est que c'est un accompagnement en proximité, mais aussi en proximité, donc sur le lieu de travail, en milieu ordinaire et dans la durée. Et dans la durée, c'est ça aussi qui nous attend comme défi, de savoir faire évoluer le dispositif d'accompagnement pour évoluer. Dans la durée, ça veut dire on va rester avec les personnes pendant 6 mois, pendant 1 an, prendre de leurs nouvelles, essayer de voir si tout va bien sur cet emploi, trouver une autre solution si cet emploi ne convient pas. C'est ça l'idée? Voilà, alors il y a les premières semaines qui vont être plus intenses, et puis après les premiers mois, et après c'est pas forcément un accompagnement au quotidien, mais c'est de pouvoir prendre des nouvelles et effectivement de permettre à la personne, comme en milieu ordinaire, d'avoir des bilans de compétences, aspiration sur de nouveaux postes, et puis bien sûr si la prise de poste n'est pas exactement ce qui convenait, de pouvoir faire évoluer, soit adapter l'emploi, soit de changer d'emploi. Mais c'est cet accompagnement dans la durée, c'est aussi ce défi-là que nous avons à relever. Quel est le nom de ce dispositif? Comment on le visualise aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement l'emploi accompagné ou est-ce que vous avez l'ambition de lui donner une incarnation un petit peu plus forte que ça? Alors aujourd'hui, il s'appelle effectivement dispositif d'emploi accompagné. L'acronyme n'est pas très beau, DEA. Mais en Nouvelle-Aquitaine, il s'est donné un nom, Andamos, qui est déjà plus opérationnel, effectivement, qui permet d'évoluer. Puis il est tout nouveau, puisque ça a commencé en 2000, pour Andamos, certains en 2017, ils ont grandi en 2019-2020. On peut effectivement se dire qu'il faudra les nommer. Andamos. En tout cas, un peu à l'espagnol, peut-être. En tout cas, pour la Gironde, c'est Andamos, en Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a 12 plateformes dans chaque département. Pour l'instant, elle s'appelle Dispositif d'emploi accompagné. Merci beaucoup. Je vous demanderai de passer le micro à votre voisin Philippe Castillo, qui est le directeur du GEC POP. Alors le GEC, un GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. On parlait d'accompagnement, et à l'intérieur du GEC, vous avez carrément choisi d'embaucher quelqu'un qui va
assurer l'accompagnement des salariés. Alors je suppose des salariés en situation de handicap, mais pas que, finalement. Ça va profiter à tous, je suppose. Mais pas que. Alors déjà, je ne suis pas directeur, je suis responsable de l'antenne girondine, puisque le siège du GEC POP est implanté sur Anglet. D'accord. Alors effectivement, les GEC par nature ont toujours fait de l'inclusion, de l'accompagnement et de l'inclusion. Là, je parle au nom de l'ensemble des GEC de France. Aujourd'hui, pas loin de 200 GEC. Pour ce qui nous concerne, donc aujourd'hui, dans nos effectifs, 10% en gros de personnel en situation de handicap. Sur combien de salariés ? Alors, si je parle pour l'antenne girondine, sur 33 salariés en parcours. D'accord. Donc, effectivement, le recrutement récent en septembre d'une accompagnatrice socio-professionnelle qui prend aussi poste sur la référence du handicap, puisque dans le cadre du handicap, nous avons notamment l'occasion de travailler avec Andamos sur de l'emploi accompagné. L'objectif étant... toujours l'objectif de base d'un GEC, c'est-à-dire de qualifier et d'accompagner vers de l'emploi durable. Donc là, l'idée, c'est de sécuriser au maximum sur ces parcours qui peuvent être parfois plus fragiles que des parcours lambda. Alors, quelle est la mission de cette personne au quotidien ? Est-ce que c'est un travail social ? C'est un travail d'accompagnement professionnel ? C'est un travail de médiation ? Un peu tout ça, vous allez dire. C'est un petit peu tout ça. Le travail social, comme elle va le faire avec n'importe quel salarié, mais peut-être avec un petit peu plus de présence, un petit peu plus d'écoute. Être plus attentif peut-être à des difficultés, justement, qui vont être liées au handicap. Et ensuite, ça va être tout ce qui va pouvoir sécuriser donc, au niveau du poste. Je vais prendre un exemple tout récent, un salarié avec un handicap psychique, où il a fallu refaire des fiches de poste, adaptées, avec des petits dessins, des petits croquis. Voilà. Le but étant de faire en sorte que rapidement la personne puisse se sentir efficace dans son poste et lever un petit peu tous ces freins liés au handicap de façon à sécuriser. Ça va être aussi un accompagnement sur la formation, puisque on va être que sur des parcours d'alternance qualifiants et là aussi peut-être falloir adapter sur la formation et intervenir un petit peu plus souvent qu'avec un autre parcours. Ce qui est intéressant, c'est que là on est dans un GEC. Donc l'entreprise utilisatrice, finalement, ne voit peut-être pas tout ce travail que vous faites de réadaptation, non pas de la personne ou du poste, mais de la fiche de poste. Ça, c'est un travail que vous faites en cuisine, en arrière-plan, pour permettre aux salariés d'être le mieux possible dans son poste auprès de l'entreprise utilisatrice. Alors, c'est un travail que l'on va faire, nous, en interne, avec l'entreprise utilisatrice. Dans notre mode de recrutement, on va diffuser systématiquement à différents partenaires, dont Cap Emploi. On ne va pas chercher à répondre à une obligation ou quoi que ce soit. On diffuse. On diffuse ce qu'on va rechercher, nous, dans un GEC. Ce n'est même pas des compétences, c'est des qualités. C'est des qualités puisque les compétences, on va les amener par la formation. Et lorsque l'on va sélectionner un profil qui correspond aux besoins de l'entreprise adhérente, on va présenter ce profil en faisant part du handicap et en disant voilà ce qu'on peut faire pour sécuriser au maximum. Cette personne, elle a ces qualités-là, pour nous, elle correspond au poste. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec l'entreprise ? Donc si on implique l'entreprise dans le processus. J'imaginais bien. Voilà. Et nous avons même des entreprises qui nous sollicitent, non pas pour répondre aux obligations, mais parce qu'elles veulent faire de l'inclusion. Alors justement, en préparant ce live de lancement, vous m'avez indiqué que certaines entreprises vous sollicitent pour répondre à cette fameuse obligation dont on parlait un peu plus tôt. Alors pour vous, c'est parfait. Oui, monsieur, on va faire, on va trouver. Oui, bien sûr, on va faire. Ça ne vous pose pas de problème que ce soit abordé de cette façon-là ? Je veux cocher une case.
Non, parce que c'est aussi un levier. C'est aussi un levier pour faciliter l'inclusion. Donc, non, ça ne pose pas de problème. Et surtout que lorsqu'on voit que cela fonctionne, ça facilite le renouvellement sans forcément dans un besoin de répondre à une obligation. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Le GIEC aujourd'hui se déploie, se développe. Vous êtes sur un secteur où la demande est très importante, la demande d'emploi en particulier est très importante. Vous avez du mal à recruter, je suppose, vous aussi. On a du mal à recruter, nous aussi, comme beaucoup de secteurs d'activité, effectivement. Merci infiniment. Je vais vous demander de passer le micro à notre prochaine invitée, Florence Guéry, directrice territoriale au handicap au FIPHFP. On va parler du FIP pour faire plus rapide. On a beaucoup parlé de l'emploi dans les entreprises du secteur privé. On a parlé de la GFIP. Pour bien comprendre, le FIP, c'est la même chose que la GFIP. D'ailleurs, vous partagez une partie du nom. Mais sur une obligation faite aux collectivités locales et territoriales d'avoir dans leur masse salariale un certain nombre de personnes en situation de handicap. Ça, je crois que c'est une chose que peu de gens savent, que ces structures-là, les départements, les mairies, doivent avoir. Alors, il y avait une tradition, mais aujourd'hui, c'est encadré par la loi. C'est plus facile que ce soit encadré par la loi pour vous. C'est plus facile à gérer, à aller voir les entreprises, à aller voir les employeurs, puisqu'on ne parle pas d'entreprise du coup, que cette loi vous précède. Alors, bonjour à tous. Bien sûr, alors effectivement, le FIP, c'est le pendant de la GFIP pour la fonction publique sur les 3 versants. Hein. État, donc ça peut être ministère, université, ARS, territorial. Donc on a les communes, les intercos, les départements, les régions et la fonction publique hospitalière aussi, avec les centres hospitaliers et les EHPAD. Alors juste, on est un tout petit peu plus jeune que la GFIP, puisqu'en fait, le FIP a été créé en 2005. Ce dont je parlais tout à l'heure, cette fameuse loi de 2005. En fait, c'est un établissement public sous tutelle de l'État qui a été créé pour collecter justement les contributions des employeurs publics qui étaient en dessous de 6%. Et avec cette collecte de financement, en fait, on va proposer toute une série de dispositifs d'aide de nature technique, humaine, organisationnelle, aux employeurs publics. Peut-être que je peux vous donner un ou deux petits exemples justement sur ces financements. Par exemple, pour sécuriser le recrutement, je suis un employeur public, je recrute une personne qui, de par son handicap, a des difficultés de déplacement. Le FIP va pouvoir prendre en charge une partie des transports domicile-travail, où j'ai besoin d'un aménagement de poste spécifique. On va prendre en charge le surcoût du matériel, plus les études dédiées pour l'environnement de travail. Donc il y a toute une série comme ça de dispositifs qu'on fait. Là encore, en passant par les opérateurs de terrain dont on a parlé jusqu'à présent, Pôle emploi, Cap emploi, éventuellement d'autres structures qui connaissent vos possibilités et qui les adaptent aux employeurs publics. Alors effectivement, je pense que c'est important de rappeler que le FIP, on intervient sur des financements, mais pas que. On a d'abord un rôle d'institutionnel, j'allais dire classique, en lien et avec l'ensemble de nos partenaires qui sont aujourd'hui autour de nous. Et on a aussi un vrai rôle d'accompagnement sous multiples formes, selon les besoins de l'employeur, selon sa taille, selon sa nature juridique. Alors, on sait tous qu'à l'heure actuelle, pour les employeurs, l'écosystème, il n'est pas forcément très, très lisible, notamment pour les petites collectivités, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, notre première fonction, j'allais dire, c'est d'orienter vers les bons interlocuteurs ces employeurs. C'est-à-dire que le maire d'une petite commune peut appeler le FIP en disant voilà, je voudrais faire un recrutement. Vers qui dois-je me tourner? Et vous allez pouvoir lui répondre instantanément. Très bon exemple. En fait, pour un maire, pour une petite commune, on va lui dire de ne pas hésiter à s'orienter vers le centre de gestion de son département. En Nouvelle-Aquitaine, il y a 12 centres de gestion. On a passé des partenariats avec ces 12 centres de gestion. Et en fait, c'est un peu, j'allais dire, les conseillers RH handicap
pour l'ensemble des petites communes qui sont affiliées. Ils vont pouvoir les aider quand ils ont des questions sur le recrutement, les aider à s'y retrouver dans, j'allais dire, ce dispositif d'aide, et ils peuvent aussi les aider pour monter les dossiers de financement. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, ils sont là pour ça. Et c'est vrai que souvent on se rend compte qu'il y a encore un gros travail d'information à faire sur l'ensemble de ces relais existants. Alors, dans une petite commune, il n'y a pas forcément une équipe de ressources humaines. Il y a peut-être une personne ou deux qui se charge de la paye et puis de plein d'autres choses. Dans des structures un petit peu plus importantes, on a un vrai service RH. Et à l'intérieur de ce service RH, il peut aussi y avoir, et je crois que vous souhaitez que ça se développe, un ou une référente handicap qui anime un petit peu cette politique RH avec la teinte, on va dire la teinte jaune du Café Joyeux d'aujourd'hui. Alors effectivement, on est très attaché, j'allais dire, un peu à travailler la reconnaissance et le statut de ce qu'on appelle les référents handicap. Alors effectivement, si vous voulez bénéficier des dispositifs du FIP, alors juste pour rappeler quand même, justement cette question de la professionnalisation des référents handicap, on a monté un réseau qui est le réseau Handipact, qui est le réseau du FIP, qui permet à l'ensemble des employeurs publics de se retrouver, d'avoir des sessions de formation, de sensibilisation et tout un réseau d'entraide et d'échange de bonnes pratiques. Donc c'est extrêmement important aussi de dire qu'on agit sur ça. Et effectivement, après, le deuxième axe, au-delà de la mise en relation, c'est sur tout ce qui est le dispositif des aides. Il y a deux façons, je veux dire, d'en bénéficier. Soit vous êtes un établissement, j'allais dire, de petite taille ou de taille moyenne, et on a un catalogue des aides avec toutes les précisions sur le site du FIP pour comment vous pouvez y accéder, comment vous pouvez remplir votre demande d'aide. Mais on a aussi, pour les employeurs, on va dire les grands comptes de plus de 450 agents, on va travailler en direct. Alors ça, c'est vraiment la vocation, j'allais dire, du ou de la DTH. On va travailler en direct à les aider à structurer une politique handicap sur la durée. Donc on va travailler en équipe projet avec le référent handicap, avec la direction des ressources humaines, sur un plan d'action qui est chiffré, qui est précisé avec des vrais objectifs en matière de recrutement, de maintien dans l'emploi, de formation, de sessions de sensibilisation, etc. Merci infiniment. Je vais me tourner vers notre équipe en direct du chat pour savoir un petit peu où on en est, à la fois des questionnements qui pourraient émerger et si on peut éventuellement les faire rebondir. Comment ça se passe ? Oui, alors il y a pas énormément de questions, mais deux tournent autour de l'emploi accompagné, justement. Donc on a répondu en partie sur la manière dont il se déploie en Nouvelle-Aquitaine et une question sur est-ce qu'on peut le solliciter en direct auprès du FIP ou de la GFIP. Donc peut-être qu'on peut revenir sur la manière dont on mobilise l'emploi accompagné. Alors qui veut répondre ? Florence Guéry. Alors, est-ce que je peux avoir un joker et faire appel à un ami, c'est-à-dire à Claire Souchot ? Est-ce que c'est possible ? Oui, si vous voulez. Allez, Claire Romain Souchot, je travaille pour la GFIP. C'est vrai que c'est un dispositif vraiment multipartenaire. Tous les invités qui sont ici le connaissent. Et la personne qui a posé la question sur peut-on le solliciter en direct, collectivement, on répondrait, je pense, qu'il s'agit d'une évaluation de besoins qui doit être partagée avec le référent de parcours dont la personne, avec lequel la personne a déjà un accompagnement vers l'emploi. Suite à quoi, si l'ensemble des dispositifs auxquels elle aurait pu déjà bénéficier ne correspondent pas, il pourrait être proposé l'emploi accompagné avec un accompagnement plus intensif et un accompagnement à la fois pour elle et pour son employeur. Quand on dit plus intensif, c'est au quotidien, c'est plus d'argent déployé, plus de temps. Comment on mesure l'intention ? C'est surtout plus de temps avec un job coach, un conseiller qui est là, qui est mobilisable de manière très réactive puisqu'il accompagne un nombre restreint de personnes. Donc il peut être à disposition de l'employeur ou de la personne de manière plus fréquente et plus réactive. Un nombre plus restreint de personnes, ça veut dire qu'on a en portefeuille, pour réutiliser un terme cher à certaines structures, on a combien de personnes dans son portefeuille ?
lorsqu'on exerce cette mission-là? C'est une dizaine, une vingtaine, une trentaine? C'est plus autour de 10-12 personnes. Il peut y avoir aussi des gens pour lesquels c'est simplement de la veille. Mais effectivement, par rapport à des portefeuilles d'accompagnement très très importants que peuvent connaître les conseillers à Pôle emploi, à Cap emploi ou même dans les missions locales, ça permet d'être plus disponible pour répondre sur les situations en emploi. Alors on va parler de formation maintenant avec Blandine Boule qui est le manager général, c'est bien manager général, hein, ça fait chouette comme terme, du Café Joyeux ici à Bordeaux. Alors le Café Joyeux, c'est une entreprise un petit peu particulière, c'est une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'une grande partie des contrats de travail ici sont signés avec des personnes qui sont en situation de handicap, vous l'avez deviné, et ici, en plus, ils sont en formation, c'est-à-dire que c'est le choix que vous avez fait dès le départ. On intègre des personnes en situation de handicap et on les forme. Ça veut dire qu'ils ne venaient pas du tout du secteur de la restauration, pour certains d'entre eux, ou qu'ils avaient simplement envie. Alors effectivement, à Bordeaux, on a été un café pilote pour la formation. Certains avaient déjà des formations. On en a un qui a souhaité compléter sa précédente formation avec ce nouveau CQP. Donc, sur l'équipe de 11 équipiers que nous avons, il y en a 10 qui sont en formation. Donc, ils préparent le certificat de qualification professionnelle pour devenir agent polyvalent de la restauration. Donc, l'avantage d'un CQP, c'est qu'en fait, vous validez tout ou partie des compétences. En tout cas, à la fin, vous avez un diplôme qui répertorie les compétences que vous avez acquises et qui sont après que vous pouvez faire valoir auprès d'un nouvel employeur ensuite. C'était le but de Yann, le fondateur, de vraiment permettre à ces jeunes qui sont chez nous d'être un tremplin pour ensuite leur permettre de travailler ailleurs, dans un autre restaurant ou dans une autre structure, et qu'ils puissent venir en disant moi j'ai des compétences, j'ai été formé, et aujourd'hui j'ai envie de mettre ces compétences à votre service. C'est-à-dire que vous vous considérez comme un outil d'insertion. Vous êtes un restaurant, on est d'accord, oui. Mais vous êtes aussi un outil d'insertion, c'est-à-dire que la trajectoire professionnelle des salariés qui sont ici, c'est d'aller ailleurs, c'est d'aller de l'autre côté de la place pour aller travailler dans d'autres restaurants. Alors ça, c'est ce qu'on aimerait. Ouais. Aujourd'hui, alors nous à Bordeaux, c'est un peu particulier parce qu'avec l'année d'ouverture qu'on a connue, aujourd'hui nos équipiers, ils ont envie de rester ici. Mais de fait, le but, c'est que vraiment ça leur ouvre d'autres horizons et qu'ils n'aient pas peur de pas traverser la place et d'aller travailler en face. On a essayé de favoriser aussi les contrats avec d'autres commerçants de la place. On a le fournisseur de fruits et légumes qui est juste à côté. On travaille avec la boulangerie qui est à côté également. Ils vont régulièrement au Super U quand on a des courses de dernière minute à faire. Mais voilà, ça permet de s'insérer dans le quartier aussi et de se faire connaître et de montrer que ils sont capables. Et de faire changer aussi le regard des autres restaurateurs de la place, parce qu'on est sur une place où il y a pas mal de bars et restaurants, et on a vu les regards changer. On en parlera tout à l'heure avec Charlotte de cette perception des clients, mais c'est vrai que vos voisins aussi, c'est important pour eux, enfin j'ai l'impression que c'est ça que vous défendez, qu'il y ait de la visibilité, que le handicap devienne visible et qu'il, de cette façon, disparaisse. Oui, complètement. Complètement, surtout que c'est une place qui est généralement assez jeune, on va dire, parce que les bars qui sont fréquentés en face sont plutôt fréquentés par des étudiants ou jeunes pros. Et en fait, on a eu un peu de la population un peu par défaut, on va dire, parce que les terrasses en face étaient pleines et du coup, les gens sont venus chez nous. Et en fait, complètement par hasard, quoi. Donc, vous arrivez, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, le lieu est beau, c'est sympa, ça a l'air accueillant. Et puis vous arrivez à la caisse, et puis là vous avez une jeune Claire, une petite trisomique qui vous accueille, et là vous dites oups, où est-ce que je suis? C'est quelque chose de différent. Et en fait, on les a vus revenir. On les a vus revenir avec des amis, avec des familles, et en fait, ça a créé une belle dynamique. On a des très bons retours de la part des convives. Et puis il y a ce nom qui est magique, Café Joyeux. Ouais. Il y a cette façon d'être aussi qui est propre à toute votre équipe. Alors vous bien sûr, mais tous les salariés ont l'impression que vous avez toujours la banane. Oui, en fait, on montre aussi que ce sont des jeunes qui ont effectivement une particularité en plus par rapport à nous. Et cette particularité, bien souvent, c'est la joie simple. Et voilà, en fait, aujourd'hui, pouvoir travailler
c'est quelque chose qui les rend joyeux. Voilà, ils ont un objectif. Ils vont à la rencontre de personnes. Nous, on a vu vraiment évoluer des jeunes qui arrivaient, qui regardaient leurs pieds, qui n'osaient pas regarder les convives et qui aujourd'hui vont parler, s'amusent même à faire des blagues avec les convives. Et vraiment, c'est quelque chose, personne n'aurait parié sur eux, quoi. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a essayé de créer un climat de confiance avec ces jeunes. Vraiment, on a misé sur l'ambiance d'équipe aussi, vraiment en se disant, si on a un regard bienveillant sur eux, évidemment, ils seront capables de déplacer des montagnes. Et ils nous l'ont prouvé, donc c'est top. Merci infiniment, Blandine. Merci à toute l'équipe d'ailleurs du Café Joyeux de nous accueillir aujourd'hui. Je me tourne maintenant vers Grégory qui va rentrer dans le champ, si je puis m'exprimer ainsi. Il a l'habitude, animateur. Il est encore de temps en temps animateur sur quelques chaînes de télévision pour parler cuisine. Principalement. On va parler recrutement. Ouais. Je sais que dans votre restaurant à Lyon, il va y avoir d'ailleurs un Café Joyeux à Lyon. Paraît-il très bientôt. Dans votre restaurant à Lyon, il vous arrive de recruter. Comment vous recrutez, vous, personnellement? Est-ce qu'il y a une façon de recruter lorsqu'on est soi-même en situation de handicap? Ou est-ce que finalement, ce qui vous intéresse, vous, c'est la compétence, voire la performance qu'on arrive à dresser, à monter un plat Oui, c'est la performance. Nous, souvent, ce qui se passe, c'est qu'un entretien d'embauche, ça se fait pas juste derrière une table. Il y a toujours un essai. Oui. Parce qu'on peut avoir le CV qu'on veut tant qu'on n'a pas de. C'est moi qui fais du bruit, non? Peut-être. Ok, j'essaie de pas trop bouger. On a beau avoir le CV qu'on veut, qu'on peut, c'est vraiment la performance qui compte et in situ. Donc, ce sont des essais comme ça. Moi, c'est vrai que le rapport à l'autre en tant qu'employeur en situation de handicap, je sais pas trop en fait. C'est-à-dire que il y a quand même toujours c'est très hiérarchisé la cuisine. Moi, ça me gonfle un peu, mais bon, faut faire avec. Et c'est vrai que de prime abord, les collaborateurs peuvent se dire que je ne suis pas forcément très performant. Il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas très performant. Mais ce ne sont pas les choses qui me passionnent. C'est-à-dire éplucher, découper, découper encore ça, mais éplucher, si je peux avoir des gens pour le faire. Et c'est vrai que j'ai charge aussi de montrer aux futurs collaborateurs que voilà, je suis capable d'envoyer et que je n'ai pas les deux pieds dans le même sabot. Dans certaines entreprises, c'est ça l'idée, c'est la performance qu'il faut mettre en avant. C'est possible pour tout le monde d'être performant, d'essayer de gagner des minutes, de gagner en productivité. C'est entendable. Oui, alors il ne faut pas être non plus complètement psychopathe, dirons-nous, de la productivité. Mais oui, bien sûr, c'est entendable. Et la performance, c'est quelque chose qui est pour moi ultra important. On recrute un travailleur, il se trouve qu'il est handicapé, on ne recrute pas un handicapé qui est travailleur. D'accord. Donc si on ne met pas le curseur sur la performance, on se trompe puisqu'on va avoir des travailleurs en situation de handicap qui ne vont pas répondre correctement au job et tout le monde va dire « Ah ouais, on emploie des handicapés, c'est pour leur faire plaisir ». Bah non. Puis déjà parce que les handicapés, ils ne sont pas là pour qu'on leur fasse plaisir, ils sont là parce qu'ils ont envie de travailler. Et si tout le monde doit y trouver son compte, il faut vraiment mettre le curseur là-dessus, sur la compétence et la performance. Alors on va regarder une deuxième petite vidéo. Je vous propose de découvrir le témoignage de Charlotte. Charlotte, elle a une déficience visuelle importante et l'entreprise qui accueille sa formation a trouvé la bonne formule. Voilà. Et après, on retrouvera l'autre Charlotte, la nôtre, celle du Café Joyeux de Bordeaux. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans. Je suis en BTS assistante gestion avec l'entreprise AS2G et je suis malvoyante.
Je fais un BTS en alternance avec donc le centre de formation, c'est le Greta de Barentin. Donc je suis 2 jours en centre de formation et 3 jours en entreprise. Je voulais absolument entrer dans le monde du travail parce que j'en avais marre des études. Au bout d'un certain temps, on a aussi envie d'être dans la vie active et d'avoir un salaire, de vraiment se sentir utile. J'ai su que AS2G cherchait entre guillemets quelqu'un, donc je me suis rendue à l'entreprise et j'ai postulé. Ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé, donc je découvre entre guillemets le métier d'assistant de gestion. Je suis employée comme tout le monde. J'ai juste par contre besoin d'un matériel bien spécifique pour pouvoir réaliser toutes les tâches qui me sont confiées. Je m'appelle Colette, je suis dans l'entreprise depuis 2001 et je suis responsable administrative. C'est la première fois qu'on recrute une personne handicapée dans l'entreprise. Elle s'est présentée, je dis pourquoi pas. Elle prend des cours de son côté en alternance. C'est une aide en plus, on va dire, pour nous et en même temps pour elle qui va pouvoir profiter de cette alternance pour préparer son BTS. Colette donc, me confie certaines tâches à faire. Je fais mon travail. Quand j'ai besoin, j'hésite pas soit à lui téléphoner, soit à aller la voir. Entre Colette et moi, ça se passe plutôt bien. C'est vraiment quelqu'un de très gentil. Elle s'est aussi, elle, intégrée très bien dans l'entreprise. L'avantage, c'est qu'elle écoute très bien ce qu'on lui dit, que ce soit moi ou ma collègue. On va lui expliquer une chose, elle assimile très rapidement. Elle veut comprendre tout de suite. On contrôle obligatoirement son travail derrière. Il y a 0 faute. J'ai trouvé ma voie, maintenant c'est un poste qui me correspond à merveille et j'en suis ravie. Et nous voilà de retour au Café Joyeux de Bordeaux pour cette matinée en live. Enfin, la matinée est bien avancée, hein. Le service va pas tarder à se faire ici. À Bordeaux, nous sommes avec Charlotte. Bonsoir. Charlotte, vous étiez en cuisine tout à l'heure, puis vous êtes venue passer un petit moment avec nous. Je voulais que vous me racontiez un petit peu comment ça se passe lorsque les clients découvrent ici, dans ce restaurant un petit peu particulier, que vous êtes des personnes en situation de handicap. Comment ils réagissent? Ils font des gros yeux? Non, pas du tout. Ils sont surpris d'abord et ils sont bienveillants. Bienveillants. Ça, vous ressentez qu'ils sont bienveillants. Oui. Comment ça se traduit? La gentillesse, le sourire, leur sourire, leur bonne humeur. Est-ce qu'il y en a, par contre, qui sont un petit peu plus prudents à votre égard, qui ne savent pas trop comment réagir? Parce qu'on n'est pas toujours aussi bienveillant que ça. Non, pas du tout. Il y a des convives, ils ne comprennent pas. C'est un restaurant ordinaire, mais bien protégé. Et les convives ne le comprennent pas. Ouais. Et vous pouvez leur expliquer? Par exemple, on va voir les managers et ils expliquent que c'est un restaurant qui emploie des personnes en situation de handicap et ils comprennent de suite après. Mais vous aussi, vous pouvez l'expliquer. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Blandine pour expliquer tout ça. Vous le faites très bien. Oui. Des fois, ils ne comprennent pas trop qu'il y en a qui ne parlent pas vraiment bien et c'était compliqué pour eux. Un petit moucheron. Il y a quelque chose qui est très, très agréable aussi, c'est que vous êtes tous joyeux. Oui, c'est ça, oui. En particulier vous, Charlotte, vous avez toujours le sourire. Vous êtes contente de recevoir des convives ici? Oui, on est tous contents et avoir un emploi, c'est vraiment bien. C'est l'emploi important, oui. Hein, on est bien d'accord. On a préparé cette émission ensemble et vous m'avez dit que vous rêviez d'avoir, maintenant que vous avez un emploi, d'avoir aussi un appartement à vous. Oui, c'est ça. Il y a quelques problèmes parce que l'appartement ne se libère pas, mais c'est aussi une façon d'accéder à une certaine autonomie de travailler. C'est une autonomie aussi. C'est être
partir de chez les parents et... Ils ont peur, les parents, que vous partiez? Pas du tout. Ils sont contents que vous partiez? Oui, que vous c'est ayez ça, ce oui. travail. Avoir ma indépendance comme mes frères et sœurs et comme les autres aussi. Voilà. Ça va leur faire plaisir et ça vous fait plaisir à vous Oui, aussi. c'est ça, oui. Super. Merci, Charlotte. rien. Merci infiniment. Je vais me tourner maintenant à nouveau vers le chat. Il n'y a pas de questions, mais par contre, il y a des félicitations. Voilà, bravo pour tout. Donc, on prend. Alors, on prend les félicitations. Merci à tout le monde. Je me tourne vers Kevin Pascobac. Bonjour. On est ce matin, aujourd'hui, au premier jour de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On a en Nouvelle-Aquitaine un programme qui fait, on les a comptés, 186 initiatives un petit peu partout en Nouvelle-Aquitaine, sur les 12 départements de notre région. Alors, il y a plein de choses. Il y a des journées portes ouvertes, il y a des visites d'entreprise, il y a des forums. Qui organise tout ça ? Alors, il y a tout un panel d'acteurs, de porteurs de projets sur toute la région. D'ailleurs, on les remercie toutes et tous pour leur mobilisation. C'est la première fois que nous avons autant d'actions en Nouvelle-Aquitaine, exactement 186. Voilà. Ces porteurs, tout d'abord, c'est majoritairement le SPE, les services publics de l'emploi, qui se mobilisent fortement chaque année. Donc, par exemple, les agences Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales, mais également, comme on en parlait tout à l'heure, les dispositifs emploi accompagnés, les plans locaux d'insertion, les maisons de l'emploi, par exemple. Outre le SPE et les institutions présentes aujourd'hui, nous avons aussi les acteurs du maintien dans l'emploi, donc à savoir les services de santé au travail, les caisses d'assurance maladie, Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Les acteurs de la formation aussi sont de plus en plus nombreux chaque année. Donc bien sûr les centres de formation, mais également les OPCO, les universités, le domaine de l'éducation, de l'enseignement. Ensuite, bien sûr, nous avons tout ce qui est établissements et associations médico-sociales ou du secteur du handicap, par exemple l'APF, par exemple l'ADAPI. Et pour terminer, globalement, bien sûr, tous les employeurs publics et privés qui se mobilisent, des collectivités et des employeurs privés, comme par exemple par le biais d'activateurs de progrès. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils se mettent tous à faire des choses comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est une très forte mobilisation que l'on a sur la région chaque année en Nouvelle-Aquitaine, avec une forte sensibilisation, avec aussi une impulsion qui est donnée déjà en milieu d'année sur la région, avec des réunions de lancement. Et chaque entreprise publique, privée, mais aussi chaque institution se donne rendez-vous sur cette semaine du handicap chaque année. C'est vraiment un événement rassembleur et qui, du coup, réactive tout le monde mi-novembre pour chaque édition. Alors, ce programme, assez copieux, on peut le retrouver sur le site du PRITH de Nouvelle-Aquitaine, bien entendu. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour dans les différentes pages de ce programme, donner quelques exemples? Alors, pour vous donner quelques exemples, en fait, cette année en Nouvelle-Aquitaine, nous avons 4 principales thématiques. Tout d'abord, l'emploi des jeunes en situation de handicap. Par rapport à cela, donc bien sûr, on ne va pas pouvoir donner tous les exemples, mais nous avons la mission locale de Brive-la-Gaillarde en Corrèze, qui porte différentes actions, telles qu'un rallye des entreprises adaptées en Corrèze, une sensibilisation de ses équipes et une rencontre avec une agence d'intérim. Nous avons également la mission locale du Médoc qui organise en fait des témoignages de difficultés et de réussite aussi des jeunes en insertion par le biais de l'émission Aquides sur la station Aki FM en Gironde. En deuxième thématique, nous avons l'accès à l'alternance des personnes en situation de handicap. Pour cela, nous avons un bel exemple de partenariat Pôle emploi Cap emploi sur justement un forum alternance dans le Lot-et-Garonne, le forum à Villeneuve-sur-Lot. Nous avons aussi différents webinaires tels que le webinaire apprentissage porté en Pyrénées-Atlantiques par le centre de gestion Cap emploi Béarn et Cap emploi Land Pays Basque. Ensuite, troisième thématique et pas des moindres, nous avons bien sûr les rencontres entre demandeurs d'emploi et employeurs avec les fameuses rencontres emploi et handicap à Bordeaux, qui auront lieu demain, mardi 16 novembre, du coup, avec en partenariat donc l'ensemble des institutions présentes aujourd'hui, mais également la ville et la métropole de Bordeaux. Et enfin, comme quatrième thématique, nous avons le maintien dans l'emploi, avec par exemple le collectif Maintien d'emploi à Landes des Landes, avec une visioconférence, pour les salariés non travailleurs, travailleurs non salariés, je vais y arriver. Et enfin le collectif, le forum Autisme Emploi, porté par Autisme France et Pôle emploi Poitiers. Alors, il y a aussi une forme de rapprochement entre les salariés et les entreprises qui s'appelle le Duo-Day. C'est aussi un petit peu cette semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap qu'on parle du Duo-Day. Vous voulez nous en dire un mot? Parce que c'est une initiative assez discrète finalement.
ça vaut le coup d'expliquer en quoi ça consiste. Effectivement, donc le Duodé qui a lieu chaque année également, qui avait lieu auparavant au premier semestre. Depuis l'an dernier, cette initiative d'une journée est intégrée à la SEPH. C'est un binôme sur le temps d'une journée entre un travailleur handicapé et un salarié en entreprise, salarié ou agent, bien sûr, ça concerne aussi bien le privé que le public. Et cette année, le Duodé en Nouvelle-Aquitaine, cela représente 1328 duos, à savoir la deuxième région avec le plus de duos constitués cette année. C'est un peu une sorte de vie ma vie pendant toute une journée. C'est ça. Qui apprend le plus de l'autre ? C'est aussi bien une découverte professionnelle pour la personne en situation de handicap qu'une découverte aussi des compétences des personnes handicapées pour l'entreprise, pour l'employeur. C'est-à-dire que dans une entreprise, on va pouvoir partir en tournée si on est livreur, on va aller sur le poste de travail si on est tourneur, on va aller sur le PASS si on est cuisinier. Pour de vrai, ce sont des vraies immersions. C'est ça. Une vraie immersion sur une journée et qui peut très souvent déboucher sur diverses immersions à venir et pourquoi pas des recrutements in fine. Bon, un programme assez copieux en effet. Alors, dès lors qu'on parle de copieux, on parle de restauration. Je vais me tourner vers, quelle transition, merci, vers Grégory. Vous connaissiez le Café Joyeux. Comment vous appréhendez ce genre d'entreprise où le parti pris, il est clair, on fait travailler des personnes en situation de handicap comme si de rien n'était? Je trouve ça bien, les entreprises adaptées, je trouve ça bien parce qu'il y a entreprise dedans et ce qui est chouette, c'est que, encore une fois, ce que j'expliquais tout à l'heure, on n'est pas là pour faire plaisir aux travailleurs handicapés, on est là pour faire une entreprise qui marche et pour montrer que ça marche aussi avec les personnes handicapées. Donc c'est plutôt formidable. On rejoint cette notion de performance et voilà, ça marche, les gens sont contents, il y a presque une mise en scène. Il y a presque une mise en scène du handicap. Une mise en avant plus qu'une mise en scène. Parce que mise en scène, ça me dérange un peu plus. On a l'impression que c'est très marketing. L'idée, c'est pas de faire du marketing là-dessus. Bon, il se trouve qu'il y en a un peu de fait. Et c'est tant mieux si ça peut être un argument de vente. Mais il ne faut pas que ce soit l'objet simplement. L'objet, c'est de se dire, on ouvre un café, on va bien manger, on va bien boire. Et on aura des gens souriants et sympathiques. Donc c'est plutôt chouette. Dans vos projets, à vous, Grégory Cuilleron, il y a aussi une sorte d'entreprise adaptée. Alors, on ne sait pas, ça n'est qu'un projet, mais vous allez sur le terrain de la transformation alimentaire, de prendre des produits bruts, ce qu'on sait faire en cuisine, pour faire de la conserverie. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet que vous nourrissez actuellement? Oui, en fait, l'idée, c'est de reprendre une ferme et de faire une ferme pédagogique et de réutiliser les légumes et les fruits moches pour en faire des condiments, des pickles, des choses de Staccabi, des ketchup, j'en passe et des meilleurs. Et c'est vrai que quand il a été question de... le projet est avancé, mais pas encore, est loin d'être à son terme. Mais quand il a été question de mettre en place les process, j'en ai parlé avec la personne qui sera mon associé. Et je lui ai dit, voilà, moi, pour une transformation, ce serait bien de donner un peu de sens. Et si on peut faire travailler des personnes en situation de handicap, soit directement, soit bosser avec un ESAT qui nous fera la transformation, enfin, pour l'instant, ce n'est pas encore totalement défini, je serais content parce que finalement, je me rends compte que je prêche beaucoup pour l'emploi des personnes en situation de handicap, mais quelque part, moi, dans ma vie professionnelle, je n'ai pas d'employé en situation de handicap parce que ça ne s'est pas trouvé, c'est pas que j'en veux pas, bien évidemment. Et du coup, essayer d'avoir une initiative d'être plus proactif, c'est un truc qui m'ambiance bien, quoi. Qui vous ambiance bien. Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de ce travail à la télévision qui a donné à votre propre parcours de personnes en situation de handicap une visibilité qu'on a pu partager? Je pense que les salariés ici, les équipiers, comment vous dites que vous... Les équipiers, c'est bien ça. Comme chez McDo. Les équipiers, peut-être imaginent un petit peu des parcours de parcours professionnels comme le vôtre. Vous avez... conscience, je le sais, d'avoir ce rôle de pointe de l'épée. J'en ai conscience, mais ce n'était pas l'objet, en fait. Je ne m'attendais pas trop à ça. Et je n'avais pas du tout envie de la ramener avec mon handicap, parce que ce que je voulais, c'est qu'on... vous fiche la paix. Non, j'avais envie de gagner, tout simplement, et d'être bon, mais pas d'être le champion handisport, quoi. Enfin, voilà, c'était pas le but de la chose. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages depuis, et je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir, et du fait que même à ma modeste échelle, je pourrais essayer de faire un petit peu bouger les mentalités. Donc, ce qui est plutôt bien. Alors, c'est un peu comme tout. Moi, quand j'interviens sur le handicap, je dis souvent que moi, j'aimerais bien, c'est tout bête, mais
je suis pas trop pour la discrimination positive, mais que spontanément, dans les séries, dans les films, et parfois on voit quelqu'un d'handicapé qui passe dans le champ. Pas que ce soit le héros du truc, mais juste que ça représente notre société. On est quand même une tripotée de personnes en situation de handicap, que ceux-ci soient physiques, psychiques, j'en passe et des meilleurs. Et je pense qu'on aura le droit à une représentation normale quand on représente la société, quoi. Très bien, merci d'être venu jusqu'à nous. Je sais que vous repartez tout de suite à Lyon. Ouais, je fais pas mal d'allers-retours cette semaine. J'ai l'impression d'être une rockstar pour les SEPH. D'accord, grosse semaine pour vous, exactement, visiblement. C'est bien. Vous avez même représenté la GFIP à une certaine époque. Enfin, vous avez pendant 8 ans, j'étais l'ambassadeur de la GFIP. Ambassadeur, je regarde un très très bon souvenir et c'est ce qui m'a vraiment permis de rencontrer ce milieu de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et de voir un peu ce qu'il en était. Merci infiniment d'être venu avec nous passer cette matinée qui se termine. Alors je vais faire un dernier petit retour vers le chat pour savoir si... Pas de questions particulières, simplement des félicitations à Charlotte pour sa prise de parole. Yes, c'est gagné. Merci à vous tous d'avoir participé à cette matinée. Merci de nous avoir rejoints si vous regardez cet enregistrement un petit peu plus tard dans la journée, dans l'année. Voilà. Merci aux équipes de Jean-Baptiste, au son, à la lumière, aux caméras qui bougent toutes seules et à celles qui ne bougent pas toutes seules qu'il faut faire bouger pour que tout se passe bien. Je joue un peu avec eux en regardant les différentes caméras. Merci bien entendu à l'équipe du Café Joyeux de nous avoir accueillis un lundi. D'habitude, c'est fermé le lundi ici. Et vous voyez que c'est très très ouvert en fait. Bravo aux organisateurs, à l'équipe du PRITH de Nouvelle-Aquitaine, d'avoir eu cette idée un petit peu originale de faire un live. C'est un peu une première. On essuie un petit peu les plâtres, on essaie cette première cuisson, on va voir, on va goûter tout de suite si c'est bon. Et puis on vous retrouve l'année prochaine pour la 26e semaine pour l'emploi des personnes handicapées, semaine européenne. Parce que tout ça, ça existe au niveau européen. Merci à vous, à très bientôt sur la chaîne YouTube du PRITH de Nouvelle-Aquitaine. Merci.